Donc effectivement, je suis historien au départ. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous l'avez probablement comme moi tous constaté, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes d'infos en continu font de l'immédiateté. Ça, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que vraiment, vous avez toujours l'idée qu'on va vous expliquer tout de suite ce qui vient de se passer immédiatement. Bon. Donc je suis historien et j'y tiens beaucoup. Alors après, effectivement, j'ai fait l'administration. Et comme j'ai un cycle d'emmerdement d'à peu près 5 ans, c'est-à-dire que j'ai changé tous les 5 ans de fonction. Donc j'ai été juge administratif, puis après je suis passé au ministère de la Défense où j'ai fait tout sauf de l'administration, c'est-à-dire du renseignement, de l'analyse stratégique, de l'exportation d'armement. J'insiste là-dessus parce que si vous voulez, quand par exemple on m'a proposé de participer à la politique d'exportation d'armement, philosophiquement je suis contre. Mais en même temps je me dis, c'est facile d'être à l'extérieur et de dire qu'on est contre. Comment ça se passe quand on est dedans? Et je me suis rendu compte que notre formation, la vôtre comme la mienne, c'est qu'on apprend à bien faire ce qu'on vous demande de faire. Alors quand vous vendez des armes, la question pour bien faire, c'est quoi? C'est vendre plus ou c'est vendre mieux? Mais vous voyez comment cette problématique est une problématique qui se pose dans toutes les situations. Et ça m'a évidemment amené à travailler un peu différemment, si vous voulez, sur l'analyse du bien et du mal. Bon. Alors, le premier livre que j'ai fait est un livre sur la fabrication de l'ennemi, parce que c'était les années que j'avais passées à la délégation des affaires stratégiques. Et je me suis rendu compte que le postulat qui est vrai dans tous les think tanks occidentaux, c'est qu'une démocratie c'est pacifiste et qu'une dictature c'est belliciste. Bon. Je vous rappelle quand même qu'en 1948, quand on vote la Déclaration internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents sont la France et la Grande-Bretagne, les deux puissances coloniales de la planète. C'est les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, c'est la Russie de Staline et c'est la Chine de Chiang Kai-shek. Donc dans le genre en politique extérieure, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Évidemment, ça vous amène à des choses très différentes quand vous êtes dans les affaires stratégiques pour essayer de comprendre comment fait la fabrication de l'ennemi. Alors, je vais revenir sur la thématique du bouquin, le dernier, là, sur le complexe militaro-intellectuel. En gros, j'ai constaté qu'avec la disparition de l'URSS, tout à coup, le paysage stratégique change pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'évidemment, le paradigme sur lequel tout le monde avait travaillé pendant près de 70 ans, c'était il y a le camp des biens et le camp du mal, et de toute façon, le monde est divisé en deux. Bon. Or, tout à coup, comme vous avez dit, comme avait dit le conseiller de Gorbatchev, vous savez, Arbatov, il avait dit, je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer le séisme que ça a provoqué dans tous les cercles de réflexion stratégique. Alors les Américains, qui sont quand même plus rapides que nous, ont vite produit du concept, c'est-à-dire qu'ils ont produit le clash des civilisations, expliquant évidemment que c'était le monde arabe et le monde chinois qui étaient menaçants. Bon, on n'a fait qu'une trentaine d'interventions militaires depuis la disparition de l'URSS, mais enfin c'est les autres qui sont militaristes, c'est connu. Et puis ensuite, vous avez eu la fin de l'histoire, c'est-à-dire, vous allez voir, le système libéral démocratique va l'emporter. Comme vous avez vu, c'est le film, le scénario était bien écrit, il ne s'est pas réalisé comme ça. Donc, si vous voulez, cette réflexion m'a amené à essayer de travailler sur comment est-ce qu'on fabrique de l'ennemi. Et cette la transformation essentielle qui va se passer donc avec la disparition de l'URSS, c'est que, premier épisode, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'est donc la première guerre post-guerre froide. La Russie s'abstient et donc on va aller libérer le grande démocratie qui est le Koweït, puisqu'il a été envahi par une autre grande démocratie qui était l'Irak. Je vous rappelle que l'Irak était le grand réformateur moderniste, celui qu'on avait soutenu contre l'Iran, mais là tout à coup il change de catégorie, il devient le dictateur envahissant. Alors, la guerre du Golfe, elle a deux caractéristiques sur le sujet, c'est que première chose, on va donner un ultimatum de 6 mois, c'est-à-dire que toutes les chaînes de télévision de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite pour couvrir ce qui va être évidemment un événement annoncé. C'est quand même une guerre annoncée avec 6 mois de préavis, c'est rare quand même dans l'histoire de l'humanité. Et donc, vous allez avoir en France, par exemple, une couverture journalière de ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est le triomphe de CNN et c'est le triomphe de la 5. Et tous les jours, il fallait produire de l'information. Donc, on a une inversion qu'on va constater encore aujourd'hui, c'est-à-dire il faut produire de l'information pour alimenter le système médiatique dans sa durée, dans son immédiateté. Bon. Deuxième épisode qui est extrêmement intéressant aussi, c'est donc que la guerre est annoncée. Alors, bon, je laisse de côté le fait qu'arrivé en Arabie Saoudite, 150 000 militaires, dont des femmes qui conduisent et qui foutent des raclées à la police religieuse quand on vient les emmerder, ça déstabilisait un peu l'Arabie Saoudite, mais enfin on laisse ça de côté, puisque effectivement, ils étaient là pour protéger cette grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite. Donc, la guerre du Golfe, elle a une deuxième caractéristique très importante, c'est une guerre, pour la première fois, une guerre vécue en live. C'est-à-dire que vous allez voir à la télévision, tous les jours, vous aurez des informations. Deuxième caractéristique. On annonce l'armée irakienne comme la 4e armée du monde. Bon, j'ai jamais su qui était la 3e, mais enfin celle-là c'était la 4e. Et donc cette armée-là qui est présentée comme quelque chose qui avait résisté aux Iraniens pendant 8 ans, etc., elle va être réduite en 120 heures, c'est-à-dire en 5 jours. Donc vous voyez la perte financière que ça a provoqué dans toutes les chaînes de télévision, parce que toutes les équipes étaient sur place, mais au bout de 5 jours, le match était fini. Bon.
Mais c'est pas grave, l'habitude est prise. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec la Yougoslavie, et puis ça va s'enchaîner avec la Somalie, ça va s'enchaîner. Alors, qu'est-ce qui change dans tout ça? C'est que comme il n'y a plus d'ennemis structurants qui soient capables d'instrumentaliser une crise où qu'elle soit sur la planète. Vous vous souvenez qu'à l'époque de la guerre froide, on ne pouvait négliger aucune crise puisqu'elle risquait d'être instrumentalisée par Moscou. À partir du moment où Moscou a disparu, vous avez open bar, c'est-à-dire il y a à peu près 400 crises à la surface de la planète. Donc la question c'est qui va choisir quelle crise et comment. Et c'est là que apparaît le complexe militaro-intellectuel. Pourquoi je insiste là-dessus? Parce que rappelez-vous la phrase d'Eisenhower, c'était le complexe militaro-industriel qui provoquait les guerres. Bon. Et puis vous vous souvenez, si vous avez lu comme moi l'oreille cassée, le trafiquant d'armes Zaharov qui se baladait dans les deux camps en vendant des armes. Moi j'ai travaillé avec le complexe militaro-industriel, il ne provoque pas les guerres. Il est mieux d'ailleurs exporter des armes sans la guerre, parce que ça lui rapporte plus. Et je vous cite un seul exemple. L'Arabie Saoudite a été pendant 20 ans le meilleur client de l'armement français, mais c'était d'autant plus tranquille qu'il ne faisait pas la guerre. Donc c'était un pays qui achetait des armes, mais pour avoir les garanties de sécurité, pas pour faire la guerre. Le problème, c'est maintenant quand ils commencent à faire la guerre au Yémen, parce que là, on est très emmerdés, on leur vend des armes et ils les utilisent. Donc si vous voulez, le complexe militaro-industriel, je le laisse de côté, il a sa logique, il a sa puissance, mais il n'est plus celui qui provoque les guerres. Alors qu'est-ce qui s'échange? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien justement, avec ces guerres dans lesquelles il n'y a plus d'enjeux stratégiques, vous avez des individus, notamment des intellectuels médiatiques, qui vont arriver sur place en vous disant mais attendez, moi je viens de tel endroit de la planète, et je vous assure qu'il y a un massacre là-bas, je connais les gentils et les méchants, et on ne peut pas ne pas. La double négation servant à expliquer, à interpeller le politique, de préférence à partir d'un plateau télé, pour dire vous ne pouvez pas laisser passer un massacre comme ça. On était d'autant plus sûr qu'effectivement on pouvait envoyer du militaire, que la guerre du Golfe s'était terminée d'une manière tellement rapide et tellement surprenante qu'on s'est dit on a la force absolue, on a le moyen absolu de régler toutes les crises, et donc on va envoyer du militaire. Effectivement, alors la caractéristique de ces intellectuels médiatiques, c'est qu'effectivement, à la différence de leurs prédécesseurs, ils ne vont pas faire la guerre eux-mêmes. Hein. C'est ni Malraux ni Régis Debray. L'autre fois, il y avait un journaliste qui interpellait BHL, il disait mais pourquoi est-ce qu'on ne vous voit jamais avec un casque et un gilet pare-balles? Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu répondre. Donc si vous voulez, on est sur quelque chose qui est très caractéristique, c'est effectivement des gens qui vont revenir. Alors cette sociologie du complexe militaro-intellectuel, ce ne sont pas que des intellectuels. Parce que vous avez aussi des humanitaires qui vont arriver en disant regardez là-bas il y a un massacre, c'est pas possible, il faut absolument faire quelque chose. La crise la plus intéressante, c'est la Somalie. La Somalie, je ne sais pas si vous avez les éléments en tête, mais vous vous souvenez, il y avait une aide alimentaire internationale et il y avait des chefs de guerre qui attaquaient les convois transportant de l'aide humanitaire. Alors j'en parle avec Ronnie Broman, patron de Médecins sans frontières, et il me dit, écoute, j'ai appelé mes équipes sur place, ils me disent que les types qui attaquent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Donc, si on augmente la quantité, on devrait tuer une partie de la conflictualité. Donc Broman prend son bâton de pèlerin, il va à Bruxelles, il va à New York, etc. Et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention militaire. Donc vous voyez comment on change de catégorie et comment on peut provoquer une intervention militaire même quand ça n'est pas la solution. Alors l'autre épisode qui est quand même assez indigne aussi, c'est que vous vous souvenez que pour apporter de l'aide humanitaire, il fallait tenir le port de Mogadiscio. Le port de Mogadiscio était tenu par un général qui s'appelait le général Haïdid, qui était un des chefs de guerre local, mais qui avait aucune intention de se priver de cette ressource qui était le port. Quand les Américains ont décidé une opération pour supprimer Haïdid, en fait ça a mal tourné, il y a un hélicoptère qui a été abattu, il y a 20 GIs qui ont été tués, et les Américains ont dit ah ben non attendez, si c'est comme ça, les nègres ils ont qu'à se débrouiller. Et ils se sont retirés, ils n'ont plus jamais voulu revenir en Afrique, même pour le Rwanda. Donc pour ça, les grands principes humanitaires, si vous voulez, sur le thème. Alors vous avez ça, puis ensuite vous en avez plein d'autres, des crises comme ça, où on intervient sans enjeu stratégique. Et ce qui fait qu'on mandate des militaires pour qu'ils fassent quelque chose qui peut être de la police, de l'interposition, de l'aide d'urgence, etc. Sarajevo, on a perdu 56 types. Parce qu'on était convaincus que le seul fait de voir apparaître des casques bleus français et anglais allait calmer les Serbes. Et les types, ils ont été tués. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, d'inconscience, ou plutôt de surdimension de ce qu'on croyait être notre puissance militaire, et surtout que la puissance militaire suffisait à résoudre les crises. Alors, donc moi je me suis beaucoup, et j'ai participé à des décisions publiques. Et ce qui me frappait beaucoup, justement, c'est que à partir du moment où disparaît donc ce paradigme structurant qui était le risque que représentait l'autre, le politique, lui, il va raisonner en se disant
mon échéance à moi, c'est la réélection qui vient. Peu importe, soit les municipales, les régionales, peu importe. Si j'envoie du militaire, est-ce que je gagne? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors vous avez un politique qui ne regarde plus l'intérêt stratégique de la crise, qui regarde l'intérêt médiatique ou politico-médiatique de la crise. Et effectivement, si vous avez des gens qui lui disent, qui lui garantissent que effectivement là-bas c'est une bonne crise, vous avez des méchants méchants et des gentils gentils, et bien à ce moment-là, vous avez effectivement la possibilité de déclencher une intervention de militaires. Donc, ce complexe militaro-intellectuel, encore une fois, c'est une sociologie, c'est pas des individus. Je ne vais pas m'éterniser sur BHL, ça sert à rien, mais vous en avez d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est Alexandre Adler. Alexandre Adler, donc c'est un conteur, c'est-à-dire c'est un homme qui prend la parole et il est comme ces joueurs qui dribblent au milieu du terrain, c'est-à-dire pour être sûr qu'on leur prend pas la balle, c'est-à-dire qu'il cause. Alors, un des sommets de Adler, c'est que là, il a, dans une interview que j'ai retrouvée hier, une biographie de Poutine où il explique qu'il avait été maltraité à l'orphelinat où on l'avait placé, etc., alors qu'il avait vécu avec sa grand-mère. Mais enfin, c'est pas grave, si vous arrivez à le faire comme ça, c'est bien, ça vous donne l'impression que vous connaissez les individus de près. La première fois que je rencontre Alexandre Adler, on venait de créer la délégation aux affaires stratégiques, et on le trouve dans les murs parce qu'il avait été recruté par l'équipe précédente. Et alors on fait une réunion de travail sur la Turquie, je ne sais plus pourquoi, enfin peu importe. Et alors Adler prend la parole et puis commence à exciter les instructions du KGB du 12 novembre 63 reprises le 15 janvier 2075, enfin peu importe. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis mais c'est intéressant ce qu'il raconte, vous les avez ces instructions? Le type me dit non, il invente. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire si vous avez une imposture, si vous voulez, qui se pérennise comme ça, pardon, excusez-moi. Donc vous avez ce genre d'individu. Ensuite, vous avez effectivement le rôle joué par les humanitaires, parce que c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire, encore une fois, l'humanitaire va faire la médiation entre celui qui est massacré et celui qui ne l'est pas. Bon. Donc vous avez effectivement encore une fois, la crise n'est pas motivée, elle est motivée par des motifs humanitaires, ou en tout cas l'intervention est motivée par des motifs humanitaires, mais plus du tout pour des motifs stratégiques. Or, le militaire n'est pas là pour faire de l'humanitaire. Le militaire, on lui demande de faire la guerre. Donc, si vous voulez, il est enfermé dans une espèce de mode de fonctionnement où on le met parfois en difficulté. Bon, je vous citais l'exemple de la Somalie. Donc, après ça, on a effectivement d'autres catégories qui vont intervenir. Vous avez effectivement les experts, par exemple. Alors, la transformation médiatique est intéressante parce que bon, la naissance c'est CNN les années 91, mais après ça, aujourd'hui, on a 5 chaînes d'infos en continu en France. 5 chaînes d'infos en continu, ça veut dire que une chaîne d'infos en 1 heure, ça fait 10 à 12 minutes d'informations réelles, et le reste c'est du débat. Ça veut dire qu'il faut peupler le plateau télé avec des gens. Bon. Mais en même temps, si vous voulez, on n'a pas un vivier qui permette à chaque fois de faire des spécialistes de tout. Donc vous avez, comment dire, un espèce de renversement, c'est-à-dire c'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert et pas la connaissance du sujet. Moi, il y a des gens qui m'interpellent en disant « Ah oui, on vous a vu à la télé. » Bon, je ne savais même pas de quoi j'avais parlé, mais ils m'avaient vu à la télé. Alors, il y a une autre catégorie que j'aime beaucoup aussi, c'est les psys. Les psys, ils apparaissent au moment du 11 septembre. Pourquoi? Parce que le choc, si vous voulez, aux États-Unis est tel. N'oubliez pas que les États-Unis sont un pays qui n'a jamais connu la guerre. C'est-à-dire, je ne parle pas de la guerre de sécession, le dernier ancien combattant est mort en 55. Bon. Mais ça veut dire que quand tout à coup il y a ce choc extraordinaire filmé en direct sur la planète entière, vous avez une espèce de crise, comment dire, intellectuelle qui peut se résoudre de deux manières. Soit les Américains se disaient mais pourquoi nous? Et dans ce cas-là, il fallait revenir sur les raisons, si vous voulez, qui auraient poussé Ben Laden, qui connaissait bien, à attaquer le World Trade Center. Ou alors, vous avez la solution qui a été fournie par les psys, c'est-à-dire non, vous inquiétez pas, vous êtes normaux, c'est lui qui est fou. Cette dérive le rôle que les psys vont jouer, on le retrouve avec Poutine. Par exemple, ce matin, je regardais sur Poutine combien de psys français avaient été sollicités par les plateaux télé pour expliquer qu'il était fou. L'idée qu'il soit rationnel, qu'il ait ses intérêts stratégiques, ça, c'est pas la question. La question, c'est comment est-ce qu'on détecte la démence chez l'autre, puisqu'encore une fois, l'autre, c'est le mal, l'autre, c'est le fou. Alors, ce matin, j'en ai recensé 10 à peu près des psys. Personne ne l'a jamais rencontré, hein. Mais c'est pas le sujet. Que Freud, il ait dit qu'il fallait pas diagnostiquer un mec qu'on rencontrait pas. Ils s'en foutent. Ils sont psys, ils sont à la télé. Et là, vous avez donc, encore une fois, des exemples, si vous voulez, de fonctionnement de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, parce que c'est devenu de véritables ressorts de la guerre. C'est des ressorts d'intervention militaire. Alors, bon, j'arrête si vous voulez là-dessus pour qu'on puisse en discuter, mais ça m'a beaucoup amusé, parce que moi, j'y participe aussi, j'y vais aussi sur les plateaux télé. Et quand on me dit, bon, qu'est-ce que va faire Poutine, et que je dis, ben, je suis désolé, je ne le connais pas. Je ne joue pas le jeu. Si on m'invite, c'est parce que je suis censé détecter l'avenir.
Donc si je leur dis, mais après ça, vous allez voir, il va aller au Kazakhstan, parce qu'au Kazakhstan, il y a une grosse minorité russe, ça sera pris au pied de la lettre. Parce qu'il y a le label expert. Pour vous donner une idée, j'allais une fois à un anniversaire de l'association des anciens élèves de l'ENA. Et il y avait des gens qui avaient fait des très belles carrières, beaucoup plus belles que la mienne, où moi j'ai pas cessé de changer, si vous voulez. Mais les types venaient me voir en disant, ah ouais, on t'a vu à la télé, comment t'as fait? C'est-à-dire que le truc, c'était comment est-ce qu'on fait pour apparaître à la télé? Donc vous voyez, c'est assez fascinant. Ça veut dire que cette machine médiatique, qui évidemment sur les questions internationales est d'autant plus difficile à gérer que on ne va pas vous trouver tout à coup un expert, si vous voulez, des Ouïghours. C'est difficile à détecter. Mais en même temps, vous le voyez par exemple aujourd'hui, il y a une campagne anti-chinoise. C'est-à-dire, il faut trouver un ennemi de substitution, donc c'est la Chine. Alors la Chine, évidemment, ça tombe bien, c'est loin, c'est des jeunes, c'est des gens qui ne sont pas comme nous, etc. Rappelez-vous que le péril jaune est inventé par Guillaume II, à l'époque où il y a un retard à l'allumage à la colonisation. Il va essayer de rattraper le terrain en participant au dépeçage de la Chine. Mais c'est pas grave, le concept est inventé, il va se pérenniser, etc. La Chine a fait deux guerres extérieures depuis 1949, l'Inde en a fait 12. Mais l'Inde est le pays de la non-violence, comme chacun sait. Donc vous voyez comment le qualificatif est la réalité géopolitique. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Une fois que le qualificatif est attribué, après vous en héritez s'il est entretenu. Alors par exemple, là vous avez avec la guerre en Ukraine, immédiatement vous avez sur les plateaux télé des gens qui vont vous dire, mais vous allez voir, les Chinois ils vont profiter pour attaquer Taïwan. Parce que, encore une fois, vous jouez le rôle de prospectiviste. Si on vous fait venir, c'est pour que vous disiez ce qui va se passer. J'en parle avec un copain qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, ambassadeur à Pékin pendant 9 ans ou 5 ans. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, écoute, Xi Jinping, il a suffisamment de problèmes en interne, il ne va pas attaquer. Je peux te dire qu'il ne va pas attaquer Taïwan. Mais vous ne jouez pas le jeu si vous faites ça. Vous ne jouez pas le jeu parce qu'encore une fois, si on vous fait venir, c'est parce que vous êtes dans cette dynamique où vous devez apporter quelque chose qui est évidemment votre capacité de détection de l'avenir. Donc, si vous voulez, c'est ça qui m'a amusé en écrivant ce bouquin parce que je dois reconnaître et faire amende honorable, j'y participe moi aussi, mais quand je ne joue pas le jeu qu'attend le règle médiatique, si vous voulez, à ce moment-là, on n'est plus invité. Malèche, ça fait rien, on n'est plus invité. Voilà. Bon voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Merci Pierre. Merci pour la présentation. Bonjour à vous. Bonjour. Je revenais sur l'aspect qui concernait la vente des armes. J'entendais l'autre jour Emmanuel Todd évoquer la possibilité de voir le conflit s'épuiser selon la disposition qui serait celle du camp occidental ou du camp russe, uniquement sur l'analyse industrielle. Et rappelant qu'une guerre, c'est avant tout une capacité industrielle à produire. Écoutez, cette guerre d'Ukraine, à mon avis, a deux aspects sur lesquels il faut réfléchir. D'abord, rappelez-vous que pendant toute la guerre froide, l'armée rouge était présentée comme une espèce de rouleau compresseur qui allait déferler sur le centre Europe avec des milliers de tanks et qu'en quelques heures, ils seraient à Strasbourg. Bon. La première sortie de l'armée rouge, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, évidemment, je suppose que comme aujourd'hui, autour de Poutine, vous aviez des chefs militaires qui expliquaient à Gorbatchev, vous inquiétez pas, les Afghans, on va vous les faire vite fait, bien fait, etc. 10 ans. 10 ans pendant lesquels on a constaté que l'armée rouge avait toutes les difficultés logistiques qu'on constate en Ukraine, que les mecs n'avaient pas envie de se battre, qu'ils ne sortaient pas de leur camp, etc. Mais celui qui disait ça, c'était à l'époque Olivier Roy, parce que c'était le seul qui allait en Allemagne. Quand il venait ici, qui racontait ça, on lui disait, mais attendez, cher ami, excusez-moi, vous n'y connaissez rien, vous n'allez pas stopper le futur avion de combat en expliquant que l'armée rouge n'est pas une menace. Bon. Donc vous voyez comment le système lui-même se protège en refusant, si vous voulez, certaines réalités. La deuxième caractéristique, effectivement, c'est que vous vous souvenez qu'au départ, l'offensive commence sur Kiev. On dit, ça va, Kiev, ça va, c'est pas un problème. Ils reculent et ils basculent complètement leur dispositif sur le sud-est. Dans les deux cas, vous avez cette démarche, si vous voulez, du système militaire qui va quand même expliquer à son chef que les problèmes sont très simples. Regardez le cas de l'Afghanistan. Ils ont gonflé les Anglais au 19e siècle.
Ils ont gonflé les Russes en 10 ans, ils ont gonflé les Américains en 20 ans. Et vous vous dites, mais attendez, et ensuite ils reviennent les talibans. Alors on dit, merde, il y a quelque chose qui n'a pas marché là quand même. Mais c'est très simple, l'Afghanistan c'est une zone de confins au sens géopolitique. Ça veut dire que se sont réfugiés dans l'Hindoukouche toutes les populations minoritaires qui étaient persécutées par les empires périphériques, par l'empire persan, par l'empire tsariste, par le Pakistan, etc. Ça veut dire qu'en Afghanistan, vous pouvez prendre la capitale, ça ne pose aucun problème. Simplement, si vous ne prenez pas chaque vallée l'une derrière l'autre, vous ne prenez pas l'Afghanistan. Aucune armée au monde ne peut faire ça. Et donc vous vous trouvez dans cette situation où vous avez des stratèges qui soient à Moscou, qui soient à Washington, qui sont là pour garantir que le système qu'ils ont mis en place, et là, effectivement, va permettre, si vous voulez, sans aucune difficulté, de résoudre la question. Donc, ce que dit Olivier Todd, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit bien que l'offensive piétine. C'est-à-dire que vous défendez mieux votre pays que quand vous allez faire une guerre à l'extérieur, on le sait bien. Quand de la guerre d'Algérie, les soldats, ils n'avaient pas envie d'y aller. Mais ils y allaient parce que c'était la conscription. Les Russes, ils sont exactement dans la même situation, donc ils vont les chercher de préférence en Sibérie, peut-être parce que ça leur fait un peu d'exotisme. Mais enfin, on se sent bien que l'armée russe, si vous voulez, n'est pas une armée, enfin, c'est pas la Wehrmacht de l'Allemagne. Donc, moi, j'aime bien la position de Macron qui, dans ses discours, disait « Écoutez, nous élèverons l'aide à l'Ukraine pour que la Russie ne gagne pas la guerre. » C'est pas qu'elle la perde, c'est que la Russie ne gagne pas la guerre. C'est-à-dire quand Poutine sera convaincu qu'il ne peut pas avoir une solution militaire, à ce moment-là, on pourra commencer à négocier. Parce qu'il faudra négocier. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que l'Ukraine n'a pas cessé de translater tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que l'Ukraine, si vous voulez, est partagée quand il y a le pacte germano-soviétique, puis ensuite, quand il y a 1945, ils se déplacent tout à coup vers l'ouest, et donc ils prennent une morceau de la Pologne. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que les frontières de l'Ukraine? Vous voyez, ce sont des frontières héritées. Donc il y a bien un moment où les Polonais aussi ils râlent en disant, mais attendez, il y a 1 million de Polonais qui vivent dans l'ouest de l'Ukraine. Donc il y a un moment où, si vous voulez, il faut arrêter la rationalité de la guerre pour parler de la rationalité de la paix. Mais c'est vrai que si on fait d'un côté les gens qui sont gentils et bons et les autres qui sont méchants et qui ont tort, c'est pas le travail des hommes politiques, quoi, des hommes d'État. Donc je ne sais pas si on y arrivera ou si on n'y arrivera pas. C'est vrai que la remontée en puissance n'est pas facile à faire, ça c'est sûr, industriellement. Mais enfin voilà, on verra. Je n'ai pas la solution. Oui, donc j'ai l'impression en vous écoutant que vous attribuez le complexe intellectuel à des phénomènes presque spontanés dus essentiellement à la volonté, le désir de paraître et d'exister médiatiquement. Mais d'un autre côté, on entend parler aussi tout de même de communication stratégique et puis de propagande, de guerre. Alors, est-ce que votre approche exclut la propagande de guerre et la volonté justement d'influencer l'opinion publique ou non? Écoutez, moi j'insiste sur le militaro-intellectuel. C'est-à-dire, encore une fois, la caractéristique, c'est que ça n'est plus ni Malraux ni Régis Debray. Ce sont des gens qui expliquent pourquoi il faut envoyer des militaires, pas y aller eux-mêmes. Ça, c'est quand même très important. Bon. Donc, pourquoi est-ce que justement pousser à ce genre de choses? Parce que, si vous voulez, participer à une espèce de gestion du monde en disant mais regardez là-bas, on ne peut pas laisser faire, etc. Le conflit le plus meurtrier aujourd'hui, c'est le conflit dans l'est du Congo. On a à peu près 20 millions de morts. Vous croyez que vous croyez que BHL va se mobiliser pour aller défendre le truc? Non, il va se mobiliser sur des crises qui ont une espèce d'impact médiatique, qui vont lui permettre d'occuper l'avant de la scène, etc., etc. Les humanitaires peuvent très bien dire, écoutez, regardez le cas, la perversion extraordinaire qui a été la guerre en Libye. L'autre fois, j'étais dans un débat avec le général Paloméros, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Et il me raconte l'entretien qu'il a eu avec BHL sortant de l'Elysée. Et BHL venait lui expliquer comment il fallait faire la guerre à la Libye. Or lui, Paloméros avait fait la guerre pour la bande d'Aouzou. Donc il me dit, ce type est fou. Je dis, bah oui, je sais, mais ça on le sait depuis longtemps. Bref, on fait notre débat, je ne sais même plus quel était le sujet. On sort, et qui est-ce qu'on voit invité en vedette américaine? BHL. Alors je me tourne vers la fille de la télé, je dis, mais attendez, vous avez là quelqu'un qui peut lui porter la contradiction. Gardez-le. Elle était tétanisée. Elle m'a dit, attendez, je ne sais pas, il faut que je pose la question à la direction de la chaîne. C'est-à-dire qu'on entretient, si vous voulez, une espèce d'exclusivité, comme si effectivement le débat ne pouvait... BHL refusait d'être invité avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc,
encore une fois, je crois que la sociologie que je décris est malheureusement la sociologie qui est vraie. Encore une fois, je dis quand BHL se fait photographier en allant à Kiev pour écrire liberté, égalité, fraternité sur un mur, je suis sûr que Poutine a tremblé. Vous voyez? Ah non, il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, je vous ai dit Adler. Lui, Adler, il a prévu un complot contre Poutine. Ça fait déjà 4 semaines qu'il l'a prévu. J'espère que Poutine lit ses chroniques quand même, parce qu'il faut qu'il se méfie. Si vous avez un type qui vous dit, mais je vous dis, Adler, il a un truc qui est imparable, il cite les services de renseignement. D'après mes sources dans les services de renseignement, etc., etc. Bon, quand vous le dites ça, vous dites, merde, ce type a des informations. Alors, des fois, vous trouvez des phrases chez lui, dit, dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, vous n'avez jamais un mec qui se lève dans la salle en disant, excusez-moi, je suis le porte-parole des services pakistanais, vous racontez n'importe quoi. Mais ça donne une espèce de consistance à ce qu'il raconte. Quand il vous dit, Poutine, le complot, Poutine, l'enfant de l'orphelinat, il vous donne un sentiment, si vous voulez, de connaissance fine du sujet, même si c'est de l'esbrouf pur et simple. Ce qui me pose problème, c'est pourquoi cet esbrouf se pérennise. Lavassani, je voulais d'abord remercier M. Bittard de vous inviter, donc quelqu'un de cette trempe, de ce niveau-là. Et je vous ai beaucoup vu dans l'Internet et j'admire vos analyses. Ma question, c'était que ce qui est intéressant, c'est le complexe militaro-industriel qui se transforme en intellectuel. Et vous dites c'est avec la première guerre du Golfe, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que justement le monde devient unipolaire et non pas bipolaire qui fait qu'il y a cette transition industrielle en intellectuel? Et deuxième question, c'est que vous dites les militaires, les intellos envoient les militaires en disant allez-y. Est-ce qu'il n'y aura pas quand même un parallélisme avec l'industriel où Anatole France disait à la Première Guerre mondiale, alors qu'il était convaincu d'y aller, en revenant complètement déçu, il a dit on ne meurt pas pour des idéologies mais pour des industriels, des vendeurs d'armes en fait. C'est simplement peut-être l'industriel est un peu plus dans le réel et l'intello plus dans le virtuel. Oui, c'est vrai que on peut s'interroger, parce que l'analyse d'Eisenhower sur le complexe militaro-industriel était l'analyse d'un homme qui avait fait la guerre, qui était effectivement élu président des États-Unis et qui fait ce discours à la fin de son deuxième mandat. Parce qu'il sait que se sont constitués à ce moment-là une espèce de mécanique, si vous voulez, militaro-industrielle, dont il dit elle est capable de peser sur la décision publique et donc il faut y faire très attention. Bon. Qu'est-ce qui se passe en 91? C'est que justement, comme l'ennemi principal, qui était la motivation principale du complexe militaro-industriel, on parle tous à ce moment-là d'engranger les bienfaits de la paix. Il faut engranger le bénéfice de la paix. Et donc tous les budgets de défense vont se réduire. Ils se réduisent d'autant plus que rappelez-vous que la Russie est dans une crise incroyablement profonde. C'est-à-dire que, rappelez-vous que quand l'URSS éclate, le rouble ne vaut quasiment plus rien. Vous aviez 40% de l'économie russe qui était démonétisée. C'est-à-dire que les Russes étaient obligés de sortir avec un panier de provisions pour échanger, je ne sais pas moi, des bouteilles contre des trucs, etc. etc. Bon. Vous avez quelques individus qui en ont profité avec Yeltsin pour piller complètement le pays. Ça, je suis d'accord avec vous. Ceux-là, ils avaient bien compris comment ça se passait. Mais les Russes, les pauvres, si vous voulez, qui n'ont pas bénéficié de cet éclatement de l'URSS, ceux-là ont eu le sentiment d'une humiliation qui était énorme. Et effectivement, c'est une humiliation qu'on n'a pas mesurée à ce moment-là. Prenez un exemple. Quand à la fin de la guerre en Yougoslavie, quand les Serbes commencent à se massacrer les Kosovars, on dit il faut une intervention otanienne, il faut bombarder Belgrade. Belgrade, c'est le seul pays dont religieusement relève du patriarcat de Moscou. On n'a jamais associé les Russes à l'idée qu'il fallait utiliser le bombardement. On a fait 56 jours de bombardement et vous aviez donc en Russie le sentiment que vraiment la Russie n'existait plus, c'est-à-dire qu'elle n'était même plus capable d'aider à protéger ou à relativiser les frappes sur un pays qui lui était proche. Donc, si vous voulez, tout cet épisode-là est un épisode sur lequel il était à ce moment-là facile de dire non mais c'est pas grave, tout ça c'est réglé, vous allez voir, les Russes n'existent plus. Alors qu'en face, vous aviez un pays qui avait, vous savez, les Russes, ils ont eu 4 invasions venues d'Europe. Je ne parle pas des Mongols, ceux-là ils ont venu de l'autre côté. Mais il y a eu l'invasion suédoise, polonaise, française et allemande. Ça veut dire que pour eux, il reste, si vous voulez, l'idée que de toute façon, il va y avoir à un moment ou à un autre un différend avec l'Occident qui peut encore se résoudre par la guerre. Parce qu'ils ont payé très cher. Vous savez que par exemple, dans la seule bataille de Stalingrad, les Américains ont perdu sur les deux terrains de guerre, Pacifique et Europe, autant d'hommes que les Russes dans la seule bataille de Stalingrad. Il y a eu 1 million de morts à Stalingrad.
Donc vous voyez que c'est une identité qui est à fleur de peau, et cette identité-là, il faut la mesurer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas humilier un pays qui, encore une fois, subit des choses qui ont été aussi terribles. Ça n'enlève rien au fait que Poutine est effectivement un dictateur, qu'effectivement il a cette manière de se comment dire, légitimer par cette guerre, parce que tout à coup il va faire cet acte de guerre en disant mais après tout les Ukrainiens ne sont rien que des sous-Russes, quoi, quelque chose comme ça. Bon. Si nous on disait après tout la Belgique francophone et puis la Suisse romande sont des morceaux de la France, vous voyez à peu près le tollé que ça provoquerait. Mais lui il raisonne comme ça, c'est-à-dire qu'il se dit effectivement je ne légitimerai mon pouvoir que parce que je serai capable de montrer que la Russie est redevenue une puissance. Donc c'est pour ça que la position de Macron me paraît bien, c'est-à-dire lui reconnaître qu'effectivement il y a une légitimité et non pas se livrer, si vous voulez, à quelque chose qui soit la diabolisation. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, les psys donc apparaissent avec le 11 septembre, mais pour Poutine, j'ai recensé ce matin, il y a à peu près une dizaine de psychiatres qui sont intervenus sur des plateaux télé pour expliquer qu'il était soit parano, soit schizophrène, qu'il avait grossi, qu'il avait le cancer, etc. Aucun ne l'a rencontré, hein, c'est évident. Mais vous voyez comment cette mécanique, si vous voulez, fonctionne, parce que l'autre ne peut être que diabolique, l'autre ne peut être que le mal absolu. Ça, c'est quand même terrible, parce que ça, c'est ça qui formate l'opinion, quoi. Et puis si jamais vous dites non, mais peut-être qu'après tout, il n'est pas si fou que ça, ben vous êtes un russophile, poutinophile, tout ce que vous voulez. C'est une caractéristique des intellectuels français. Rappelez-vous quelque chose qui est un épisode célèbre dans l'histoire de France, c'est le différend Sartre-Aron. Sartre était considéré comme le grand penseur de l'époque de la guerre froide. Bon, il n'y a pas un type qui s'est plus trompé sur les questions internationales que Sartre. Il a été stalinien, il a été maoïste, bref. Et Aron était le pauvre mec qui écrivait dans le Figaro. Vous vous rendez compte de ce que... Parce que l'intellectuel français est un intellectuel universaliste. C'est un homme hérité de l'époque des Lumières, donc c'est un homme qui, par l'intermédiaire de l'idéologie et de la théorie, va vous expliquer que la réalité n'est pas ce que vous croyez. Les choses ne sont pas si simples. Et vous avez des gens comme ceux-là, si vous voulez, qui sont germano-pratins, c'est-à-dire, attendez, si je vous dis que c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas compris, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Bon, donc, on a ça. Vous savez, par exemple, BHL, qui a une chronique dans Le Point tous les jours, toutes les semaines, il a déjà 2 fois résolu la crise afghane. Il a expliqué comment on pouvait résoudre la crise afghane. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne l'écoute pas, cet homme. Encore une question, comme je vois qu'il n'y a Oui, je personne. C'est juste pour dire, qu'est-ce que vous pensez, M. Conessa, qu'est-ce que nous pouvons faire, le peuple en Occident? Est-ce que nous sommes... il n'y a pas de pouvoir chez nous, puisqu'on dit démocratie, etc. Est-ce qu'on est là pour bien analyser comme avec vous, mais que l'élite fait ce qu'il veut? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? En fait, nous, c'est être... moi, je pense, la réponse un petit peu de moi, c'est être de plus en plus conscient, en étant conscient. Oui, vous avez raison dans le sens où effectivement, il reste un moyen de pression de l'opinion pour empêcher. Moi, ce que j'ai décrit, évidemment, c'est cette nouvelle modalité de la décision stratégique et surtout à caractéristiques militaires depuis ce qui s'est passé depuis 91. Bon. Pensez quand même que vous avez des... Comment dire, il y a quand même des courants idéologiques, si vous voulez, qui sont extrêmement puissants et sur lesquels il faut essayer de garder l'œil. Première chose, les radicalismes religieux. Les radicalismes religieux sont aujourd'hui présents dans le monde arabo-musulman. Nous, c'est celui-là qu'on regarde en priorité, mais vous avez des radicalismes juifs qui font des colonies sauvages en Palestine. Vous avez des néo-évangéliques américains qui légitiment la guerre d'Irak en disant qu'une fois que le Grand Israël sera constitué, le Messie reviendra. Vous avez les radicaux bouddhistes qui massacrent les musulmans au Myanmar. Le mec Viratu, si vous avez vu le film de Barbara Schroeder, c'est un Hitler en puissance. Et vous avez le radicalisme hindouiste. C'est-à-dire que le BJP, le parti de Modi, considère que la petite minorité de 120 millions de musulmans, si vous voulez, n'ont rien à faire en Inde. C'est-à-dire que ces radicalismes ont une caractéristique géopolitique, c'est une foi, une terre, un peuple. Ça veut dire si vous n'êtes pas de ce peuple, vous virez. Si vous n'êtes pas de cette foi, vous virez, et cette terre est à nous. Bon. Alors, j'ai mis des cartes, si vous voulez, dans un de mes ouvrages sur le radicalisme religieux. C'était les cartes de la géopolitique imaginaire de ces radicalismes religieux.
Bon, si vous regardez par exemple ce que Ben Laden disait sur ce qu'était la terre d'islam, lui il remontait évidemment jusqu'à Grenade, jusqu'à l'Andalousie, etc. Bon. Si vous regardez par exemple sur le site des hindouistes, vous apercevez que ce qu'ils appellent l'ère de l'hindouisme va de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie. Si vous regardez le site des néo-évangéliques, ils sont alignés sur les juifs, c'est-à-dire sur les juifs radicaux, c'est-à-dire ce qu'a promis la Bible à Moïse, enfin ce que promet Dieu à Moïse, c'est d'un fleuve à l'autre fleuve, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate. Ça va changer un peu la carte, si vous voulez. Donc il y a une espèce de géopolitique imaginaire chez ces radicalismes religieux qui sont un véritable ressort de guerre aujourd'hui. Et encore une fois, ça n'est pas réservé au monothéisme, ça n'est pas réservé à l'islam, c'est véritablement des gens qui pèsent sur les décisions publiques avec cette espèce de légitimité, de toute façon, puisqu'ils sont légitimés par Dieu, ils ont le contact direct. Voilà. Alors ce qui les caractérise, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire, par exemple, chez les néo-évangéliques américains, vous avez effectivement des téléprédicateurs qui ont parfois jusqu'à 200 ou 250 chaînes de radio, dont leurs trucs sont répercutés, si vous voulez, pratiquement à l'échelle nationale, mais ils n'ont pas de hiérarchie sur deux. Il n'y a pas de pape, si vous voulez, chez les protestants. Chez les sunnites, c'est pareil. Autant chez les chiites, vous avez une hiérarchie religieuse, autant chez les sunnites, il n'y en a pas. Ça veut dire que n'importe quel téléprédicateur ou prédicateur sunnite, si vous voulez, peut créer sa propre école et donc légitimer sa propre démarche. On a la même chose chez les hindouistes. Alors les hindouistes, ils ont un avantage, c'est comme ils ont un panthéon, si vous voulez, où il y a plein de dieux, alors ils ont toujours une bonne occasion, si vous voulez, de justifier. Mais chez les bouddhistes, c'est ni Mathieu Ricard, ni le Dalai Lama. Viratu, c'est un espèce d'affolé dingue, et qui tient... Alors, l'histoire est d'autant plus dramatique pour le cas de la Birmanie, c'est que ce sont les Anglais qui, quand ils colonisent la Birmanie, font venir des travailleurs du Bangladesh pour les faire travailler sur les plantations de thé. Bon. Donc, main-d'œuvre bon marché, etc., etc. Quand la Birmanie devient indépendante, les Birmans ils disent mais attendez, ça ces gens-là ils sont pas de chez nous, donc ils les rendent apatrides. Ils veulent pas leur reconnaître la nationalité birmane. Et depuis ce moment-là, ces types sont des apatrides. Et quand maintenant commencent les persécutions, ils les repoussent vers le nord. Et la Bangladesh dit mais attendez, ces gens-là ils sont pas de chez nous. C'est-à-dire ces pauvres types sont dans des camps inondables dans le delta. Mais personne ne s'occupe d'eux. Je sais pas, BHL apparemment n'a pas jugé utile d'aller jusqu'au Bangladesh. Mais c'est pour vous dire combien il y a des situations où la médiatisation est importante pour attirer l'attention, donc elle peut avoir des côtés positifs. Mais quand il y a des trucs qui ne sont pas médiatisables, est-ce que ça vaut la peine de mouiller le tablier? J'en suis pas sûr. Vous voyez, c'est cette mécanique-là que j'ai essayé de démonter. Bien, merci Pierre. Donc, pour la fabrication de l'ennemi, en parallèle, il y a la fabrication d'un nous. La fabrication d'un nous. Ouais. Nous et l'ennemi, et nous et les autres. Et le nous qu'on nous vend d'une façon systématique, c'est l'Occident. Ouais. Et quand vous voyez ce que c'est que cet Occident, regardez l'arrogance des Américains avec les Européens, et ce nous occidental, ce mythe de l'Occident qui a été créé, c'est pour justifier, attention, si vous ne vous alignez pas derrière les États-Unis d'Amérique, si vous ne vous identifiez pas aux intérêts des États, c'est que vous êtes menacé. Donc vous avez intérêt à vous mobiliser derrière les États-Unis d'Amérique. Et donc, dans ce nous-là, il y a un Big Brother dont les intérêts s'imposent à tout le monde. Et on voit la grande impuissance. Les États-Unis d'Amérique, je le disais ce matin, imposent un embargo sur l'Iran, mais eux, ils peuvent vendre à l'Iran, commercer avec l'Iran, mais pas les Européens. Eux, ils n'ont pas... Et je crois que c'est très important de revenir au fondement de la crise, des tensions dans lesquelles on vit aujourd'hui, à savoir depuis 1971, le système monétaire international qui a été le dollar, monnaie internationale, sur la base de sa convertibilité en or. Quand ce système-là est complètement déréglé par cette décision unilatérale des États-Unis d'Amérique, par quoi on explique les crises? Le choc pétrolier, c'est les autres, toujours. Nous, qui nous menacent. Après, l'URSS est terminé tout de suite.
l'ennemi a changé de couleur. De l'ennemi rouge, on a inventé l'ennemi vert, etc. Donc je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, quand on a créé le pétrodollar, pour acheter du pétrole, il faut que ce soit avec des dollars. Et on subit cela au nom de ce nous qui nous permet d'identifier des ennemis qui sont peut-être les ennemis des États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas forcément nos ennemis. Donc c'est très important peut-être, qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis moins... pour avoir participé à des décisions publiques, si tu veux, je me suis rendu compte que l'historien qui passait derrière reconstituait beaucoup de rationalité dans quelque chose qui n'en avait pas toujours. Pourquoi je dis ça? Parce que, ayant été historien, si tu veux, en ayant fini mes études d'histoire, je me suis dit, ça va, j'ai compris comment ça se passe, l'infrastructure, la superstructure, l'idéologie, etc. Bon. Après, j'ai participé à des décisions publiques et je me suis dit, merde, le ministre n'a jamais lu le dossier, il est préoccupé parce qu'il doit rentrer dans sa circonscription. Épisode vécu. Crise du Rwanda. Crise du Rwanda, moi j'écris en 94, juste avant le génocide, un papier en disant je ne comprends pas ce qu'on fout au Rwanda. Bon, j'expliquais qu'on me racontait que dans les télégrammes diplomatiques, les Anglais voulaient nous rejouer Fashoda, que les Américains étaient là, etc. Je ne sais pas, parce que le Rwanda c'est une chiure de mouche à côté du Congo, donc s'il y avait un impérialisme, je pensais qu'il était plutôt présent au Congo. Je me fais engueuler par le cabinet militaire, en disant quand on ne connaît pas une crise, on n'écrit pas dessus. Le génocide explose. Tous les mecs qui avaient participé à la gestion de la politique française au Rwanda sont tous restés en place. Tous. Bon. Alors, après ça, on a fait quelque chose, si vous voulez, qui était très intéressant parce que on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il était possible de prévoir? Parce que c'est quand même 800 000 morts en 100 jours, c'est quand même le massacre le plus rapide, si tu veux. Et puis encore une fois, c'est un massacre à la machette. Hein. C'est pas un massacre industriel comme les Allemands. On s'est dit avec mes collaborateurs, mais finalement, est-ce qu'il y avait les moyens de savoir? Et on a repris toutes les télégrammes diplomatiques, toutes les notes de renseignement de la DGSE, toutes les notes de renseignement de la direction du renseignement militaire, pour essayer de savoir qui aurait pu alerter sur ce qui était en train de se passer au Rwanda. On a trouvé une note de la DGSE disant faites attention, il y a une espèce de racisme anti-Tutsi qui s'affiche sur tous les murs, etc. Mais on ne savait pas jusqu'où cette note était montée, puisque tout le reste, c'était la vie politique à Kigali se déroule très bien. La coopération militaire avec les armées d'Abiyarimana se débrouille très bien. Et donc tu as un système, si tu veux, qui fait remonter vers le haut surtout le minimum de problèmes. Le système, il est comme ça. Tu fais une belle carrière dans une administration si tu adoptes la culture de cette administration. Si tu dis, mais non, attendez, c'est pas possible, on est en train d'aller vers une espèce de catastrophe, il y a un mec qui va arrêter ton papier en disant, écoute mon petit, tu reprends ton truc et tu le réécris. Bon. Donc on a fait cet exercice et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un système qui n'informait pas le politique. Et comme le politique, lui, il avait d'autres sujets de préoccupation. Bref, on se retrouve dans cette situation où finalement, devant l'ampleur du génocide, il se trouve que la France est le seul pays à accepter d'intervenir pour défendre, pour empêcher le génocide. Les Américains disent, nous, depuis la Somalie, laissez tomber, ne nous appelez pas. Réunion de travail dans le bureau du directeur de cabinet, du ministre de la Défense, ce qui était Léotard à l'époque. Donc il n'y avait que des chefs. Il y avait le chef du cabinet militaire, le directeur de cabinet, le chef du cabinet civil, le directeur des affaires stratégiques, le DRM, etc. Bref. Et donc le chef du cabinet militaire dit, écoutez, nous allons mettre notre dispositif à partir de la plateforme aérienne de Goma au Congo, parce que comme ça nous permettra de nous déployer dans le nord du Rwanda. Bon, c'était de la technique militaire, personne n'avait rien à dire. Il y avait un mec dans la salle qui n'aurait jamais dû y être parce qu'il n'était pas chef, mais c'était le seul qui connaissait le Rwanda. Il est marié avec une Rwandaise. Et donc quand le mec avait fini d'exposer son truc, il dit, écoutez, moi je connais rien en technique militaire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous mettez dans le nord, il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés. Donc personne ne croira que vous venez sauver des Tutsis. Le silence qui s'est installé dans la réunion, si tu veux, ça a été un grand moment de ma vie professionnelle, parce que tu te rendais compte combien, si tu veux, le système français, il est probablement le même aux États-Unis, la légitimité vient de ta position et pas de ta connaissance.
tu vois. Donc, donc ça, c'est une espèce d'humilité qui aurait dû renverser, si tu veux, étant donné la multiplicité et la variété des crises. Pas du tout. Tu te retrouves dans un système où effectivement, je te dis, moi une fois je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas se désintéresser de cette région du monde dans laquelle elle compte autant d'intérêts, etc., etc. Donc il n'y avait ni la date ni le lieu, il suffisait de remplir les blancs. Parce que j'en avais lu des milliers de télégrammes comme ça, où on expliquait que tout le monde attendait la position de la France, mais quand tu es affecté au Guatemala, tu ne crois pas que si la France parle de la crise au Guatemala, ça va peser sur les acteurs. Mais c'est une sociologie d'organisation. Tu dois légitimer ton organisation en expliquant qu'effectivement elle sert bien. C'est pas l'AFP. Tu n'es pas là pour donner de l'information, tu es là pour rappeler que la France est un grand pays. Bon, moi c'est la culture que je connais le mieux, mais je pense qu'aux États-Unis ça ne doit pas être très différent. Alors sur le cas des États-Unis, moi, il s'est trouvé que ce que tu disais sur le fait qu'il faut se fabriquer un ennemi. Ma fille a travaillé pendant 3 ans, elle était correspondante du Monde là-bas, et donc j'allais la voir assez fréquemment, mais comme elle travaillait, je m'emmerdais, donc je regardais la télé. Et je me suis rendu compte de l'extraordinaire médiocrité de la télévision américaine et des films, notamment historiques. Mais évidemment, nous, ici en Europe, on ne voit que le meilleur. Donc on est convaincu que tout est bon. Et quand on est là-bas et qu'on regarde, on se rend compte que ce qu'on reçoit, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, mais tout le reste, heureusement qu'on ne le voit pas. Donc je suis devenu le meilleur spécialiste mondial des mauvais films américains. C'est-à-dire que je ne regardais que des films médiocres. 2700 westerns. 2700 westerns. Ça veut dire qu'Hollywood a tué plus d'Indiens que les guerres indiennes. Et donc tu te dis, là tu construis un ennemi. Parce que tu te fais une épopée. C'est quand même le seul pays du monde à avoir construit une épopée cinématographique sur un génocide. Parce que quand même, les mecs étaient mis dans les réserves. Tu sais qu'il y a un épisode qui s'appelle La Marche des larmes. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fin des guerres indiennes, ils ont obligé les Cheyennes qui étaient en Floride à partir dans le Dakota. Bon, c'est pas tout à fait le même climat, tu vois. Mais les mecs, on leur a dit, vous prenez vos affaires tout de suite, partez, vous emmenez rien. La moitié des mecs sont morts sur la route. Donc c'est ce qu'ils appellent la marche des larmes. Hollywood a mis pratiquement 40 ans avant de traiter de cette question-là. Entre-temps, étaient passés des dizaines de westerns où effectivement les Indiens, qui étaient d'ailleurs des sauvages, c'est connu puisqu'ils étaient quasi nus. Par exemple, aux États-Unis, il y avait un code qui s'appelait le code ICE. Le code ICE, c'était un code moral qui s'imposait à Hollywood, où il fallait quand même que la femme ne montre pas ses jambes, qu'elle soit pas trop décolletée, etc. Mais l'indienne, c'était pas grave, c'était une sauvage. Donc elle pouvait sortir de l'eau avec le vêtement plaqué sur le truc. Donc ça satisfaisait la lubricité des spectateurs, mais en même temps, moralement, c'était inattaquable, tu vois. Donc tu as toute cette construction-là de l'ennemi qui est assez intéressante à voir quand tu la vois à travers le cinéma. Alors il y a un jour, dans un débat, il y a un cinéphile, admirateur du cinéma américain, moi aussi j'en suis, mais il me dit, mais vous n'avez pas vu tel film, vous n'avez pas cité tel film. Je lui dis, et vous avez vu Tonnerre sur l'Arizona? Mais je connais pas. Je dis, bah, évidemment vous le connaissez pas, vous l'avez pas vu, c'est des films merdiques, ceux-là on les voit pas. Moi c'est ce que j'ai vécu dans toute ma jeunesse. Bon, jamais on aurait été indien quand on était gosse, on ne pouvait être que cow-boy. Vous voyez comment on se construit une mythologie et sur quelque chose dans laquelle on a finalement... Donc l'identité suppose aussi la construction d'un ennemi. Le phénomène majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire on s'était fait 3 guerres. 70, 14, on s'était fait 3 guerres. Et il y a 2 hommes d'État, De Gaulle et Adenauer, qui disent c'est fini, on arrête le match. C'est le seul exemple de déconstruction de l'ennemi qui est marché à la surface de la planète. Il y en a plein d'autres qui ont essayé, les Argentins, les Brésiliens, les Indiens, les Pakistanais, ils n'y arrivent pas. Donc tu vois, il y a quelque chose dans l'identité nationale qui est assez fascinante parce que ça veut dire que si tu ne trouves pas un autre contre lequel te définir, et pour ça tu as besoin de mécanismes intellectuels, idéologiques, etc., à la limite tu as une crise identitaire. Voilà. Donc moi je me suis amusé sur le cinéma américain parce que c'était tellement une espèce de mirage dans mon enfance. Par exemple, un truc très intéressant. J'ai comparé le cinéma français et le cinéma américain sur 2 crises identiques, c'est-à-dire la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam. La guerre d'Algérie, vous vous souvenez, le premier film sur la guerre d'Algérie, c'est 20 ans dans les Aurès. 20 ans dans les Aurès, l'histoire en 2 mots, c'est un type qui décide de déserter pour ne pas faire la corvée de bois. Et finalement, il déserte, il emmène le prisonnier, etc. Les films américains, même les plus critiques sur le Vietnam, ne traitent jamais du Vietnamien. Le Vietnamien n'existe pas. C'est que la souffrance du soldat américain. Il n'y a aucun Vietnamien positif dans un film américain. Alors, je laisse de côté un phénomène propre au cinéma américain, c'est la fabrication du super-héros. Mais le super-héros, si vous voulez, ça commence, regardez le cas de Stallone. Premier film de Stallone, c'est l'ancien combattant qui rentre du combat et qui est maltraité. Bon, comme ils finissent par l'énerver, ils rasent le village. Mais enfin, bon, c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à pas l'emmerder.
Deuxième film, très intéressant, on le renvoie au Vietnam pour libérer les pilotes que ces salauds vietnamiens n'ont jamais libérés. Dans le film, il tue 67 personnes, je les ai comptées. 67. Donc vous voyez comment on construit un super-héros. Parce qu'au quand le type habite dans le Middle West et qu'il voit Stallone, mais à la limite, moi une fois dans un débat télévisé, j'ai dit mais écoutez, si on envoyait Stallone et BHL sur une crise, on la résoudrait facilement. Et je ne sais pas pourquoi personne ne m'a suivi sur cette proposition. Merci. Oui, je vous en prie. Oui. D'accord, merci infiniment pour votre présentation, mais c'est vrai, vendre la guerre, armes de propagande, invention ou fabrication d'un ennemi. Oui, je suis tout à fait d'accord et je partage la plupart de votre idée. Mais à quelle limite nous devons vraiment s'arrêter, nous arrêter parce que pour ne pas être accusés de ce qu'on appelle théorie de complot, par exemple, entre ça et ça, pour voir nos limites, pour ne pas être accusés ou tomber même dans ce qu'on appelle la théorie de complot, s'il vous plaît. Bah écoutez, la théorie du complot, c'est un sujet sur lequel j'avoue que je ne suis pas très au clair. On a vécu pendant toute l'époque de la guerre froide, rappelez-vous, un style littéraire qui était le roman d'espionnage, ou un film, un style cinématographique qui s'appelle... Bon, moi j'ai été à la DGSE, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. Mais ça n'empêche que la mythologie est créée. C'est-à-dire vous avez le personnage de James Bond, vous avez un tas de romans si vous voulez, où on vous explique qu'en fait les choses ne sont pas ce qu'on pensait, etc. Donc vous avez une espèce de substrat intellectuel qui s'est créé dans le style littéraire, cinématographique, etc. Et dans lesquels effectivement on peut penser que derrière un événement donné, il y a eu quelque chose qui était tout à fait différent. Bon. Donc je ne sais pas pourquoi fleurit la théorie du complot aujourd'hui, peut-être parce que le monde est devenu tellement irrationnel et puis surtout encore une fois tellement incompréhensible, parce que comment dire, le camp du bien n'est plus le camp du bien. À partir de ce moment-là, si le camp du bien ne réussit pas à obtenir ses résultats, c'est que probablement il y a quelque chose derrière qu'il faut essayer d'expliquer. Donc l'idée qu'il y ait derrière le rideau quelque chose, mais je vous avoue que je suis pas, j'ai pas d'idée très claire sur le complotisme. Je ne crois pas avoir utilisé des réflexes complotistes. Ce qui me frappe beaucoup plus, si vous voulez, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt la culture d'une organisation. C'est-à-dire comment une organisation appréhende une réalité, finalement la met, si vous voulez, dans l'idéologie. Une des dernières affaires que j'ai eues, commencé au tribunal administratif, et le tribunal administratif, vous savez, vous êtes juge d'un acte qu'un administré attaque contre l'administration. Bon. Donc c'est un système qui est assez particulier, puisqu'évidemment, ce n'est pas deux individus l'un contre l'autre, c'est l'État et l'individu. Bon. Une des dernières affaires que j'ai eues était le cas d'un type qui était frappé d'un arrêté d'expulsion pour trafic de drogue et qui attaquait la décision d'expulsion. Et il avait... alors quand on est au tribunal administratif, on a deux dossiers quand il y a une affaire comme ça. C'est un dossier de sursis à exécution, c'est-à-dire pour décider rapidement si la décision doit être appliquée. Et ensuite, on garde un dossier au fond pour savoir si elle était légale. Bon. Donc on fait passer le dossier de sursis à exécution. Et le dossier de sursis à exécution, il supposait deux conditions qui sont toujours les mêmes. Est-ce qu'une décision administrative va créer un préjudice difficilement réparable? Et évidemment, une expulsion, c'est un préjudice difficilement réparable. Et puis, est-ce qu'il y avait un argument de droit qui tenait debout? Et lui, il avait un argument de droit qui tenait debout, puisqu'on était après Mitterrand, il était père d'un enfant né en France, et donc il était inexpulsable. Mais s'il se trouvait qu'on avait le rapport de police. Et le rapport de police montrait que non seulement ce type ne s'occupait pas de son gosse, mais en plus il frappait son ex-femme quand il la voyait. Alors c'est intéressant, parce que si vous appliquez en droit, vous dites, bon, ce type, il a droit, il n'y a pas de problème, on ne peut pas l'expulser. Et moi, je disais, mais attendez, la victime, c'est pas à lui qu'on crée un préjudice irréparable, c'est à sa femme. Puisque si vous le laissez circuler dans le truc, il va continuer à la frapper. Et on a débattu pendant 3 heures, mais on me disait on va être annulé au Conseil d'État. Je leur disais mais je m'en fous d'être annulé au Conseil d'État. Ce qui m'intéresse, c'est que la victime, c'est pas lui, c'est elle. Donc tu vois comment finalement tu te mets dans un moule. Parce que les autres étaient vraiment des juristes, moi je l'étais pas, j'étais un amateur en tout. Et donc je leur disais mais non, la réalité est plus importante que la pratique juridique. Bon, finalement, comme je voulais pas lâcher, j'ai réussi à obtenir, mais je sais même pas si le type a été expulsé. Mais j'essayais, si tu veux, de faire rentrer de la factualité dans le fonctionnement d'un système.